Trop cool. Aujourd'hui, on est avec Romain. Salut Romain. Salut Mathias, salut Gabriel. Romain, tu es Talent Acquisition Lead chez Vodoo. Et tu vas nous parler d'un sujet, je pense, qui intéresse beaucoup de monde dans le recrutement et en dehors. Toute personne salariée qui travaille dans une entreprise de service ou voilà, dans le milieu col blanc, on va dire, est concernée par cette question du full remote. Euh, Toi, tu es dans un contexte un peu particulier, on va en parler, qui touche à la tech, qui touche au gaming. Ça va être vraiment très cool d'avoir ton retour d'expérience sur comment tu as bâti avec ton équipe une machine de recrutement qui est un peu bulletproof sur toutes les questions internationales, recrutement, full remote, flexibilité et comment vous avez réussi à recruter sur des talents un peu durs à trouver, hyper rares, en élargissant un peu votre pool de talents, tout simplement. Justement, sur la question du full remote, je vous donne quelques infos le temps que tout le monde arrive. Déjà, un petit état des lieux pour vous donner des chiffres sur les dynamiques en ce moment. Il y a une étude de la Product Conf. Alors, ça touche principalement les talents product, mais voilà, c'est une bonne illustration de ce qui se passe dans la tech aujourd'hui, où on a demandé enfin, la Product Conf LPC a demandé à des milliers de product managers leur organisation, justement. Et on voit que bon, déjà le 100% bureau, il a quasiment disparu, 0,3%. Le full remote, là, sur la fin d'année dernière, on était à 22,3%. Donc, je pense qu'il y a une cloche, hein, clairement, une grosse évolution du full remote. Et en 2022 et 2023, une décélération, on va dire. Mais voilà, on voit que l'hybride s'est un peu installé partout. Et nous, pour vous donner des chiffres de TPC, parce qu'on travaille avec 800 entreprises, donc on voit un peu les dynamiques aussi. En 2022, on avait énormément d'entreprises qui étaient OK pour recruter en full remote. Ça ne veut pas dire qu'au final, elles recrutaient que du full remote, mais elles étaient ouvertes à des talents full remote quand elles nous postaient des opportunités. Et en 2023, voilà, c'est tombé assez fortement, autour de 20%. 20 et quelques. Donc ça vous donne un peu une idée des dynamiques. Et nous, ce qu'on anticipe un peu sur l'année 2024, pour vous donner un petit peu la vision qu'on a de nos échanges avec les entreprises, c'est que il va y avoir une consolidation de la tendance 2023. Ça va pas rechanger du tout au tout. En tout cas, c'est pas ce qu'on anticipe, c'est pas ce que nous disent nos partenaires sur le terrain. Euh, on pense qu'il y aura une approche un peu opportuniste, effectivement, sur les talents rares, sur certaines entreprises qui se différencient à travers ça ou qui ont choisi un modèle pour les nôtres. Mais sinon, la tendance que vous avez observée dans les chiffres de 2023, là, à notre avis, va se pérenniser un petit peu. Euh, Ce qu'on voit, c'est qu'il y a des avantages vraiment très forts sur justement l'attractivité sur des talents rares. On va en parler avec toi, Romain. Et puis par contre, côté candidat, que vous soyez full remote ou non sur vos offres, il y a une vraie demande de transparence. Et donc, un conseil, nous, qu'on vous donne, qui est vachement apprécié par les talents de la communauté, c'est la clarté dès la job desk sur les conditions que vous proposez à ce niveau-là. Euh, voilà, avant de redonner la parole à Romain pour lancer un peu Stall, puisqu'on commence à être nombreux dans le live, je voulais vous partager deux petits cadeaux. Déjà, un gros Notion avec notre Bible du sourcing et de l'acquisition. Donc, c'est un très gros Notion. On a rassemblé un peu les tips d'une dizaine de TAM qui nous ont donné des retours sur comment faire du copywriting sur ces emails d'outreach, comment faire du sourcing. Il y a des listes d'outils, il y a des stacks de recruteurs, la stack notamment de Quentin chez ShipUp, de Florian chez Billstock, de Maïs chez Trustper. Si vous l'avez pas récupéré, je pense vraiment que ça vaut le coup d'y jeter un œil. Mais vous pouvez la dupliquer, l'enregistrer sur votre compte Notion. Il y a énormément de choses sur l'expérience candidat, sur le positionnement marque employeur. Et d'autres ressources qu'on vous a mis en cadeau à l'intérieur même du Notion. Et puis si vous êtes aussi sur voilà, de la budgétisation de vos recrutements 2024, les salaires, etc. On a toujours notre grosse enquête 2023 qu'on va bientôt relancer d'ailleurs. Vous avez des chiffres assez frais sur les recrutements en data, en engineering, en product et en design, bien sûr. Donc voilà, je vous laisse, si vous avez envie de flasher les QR codes, et puis je pense que Gab, si ça ne te dérange pas de mettre les petits liens dans le chat pour ceux qui veulent les récupérer. Euh, Comme ça, c'est cadeau. Pour ceux qui découvrent TPC, je vous donne juste en 2 secondes qui on est. On est une grosse communauté qui rassemble 10 000 talents dans la tech. Donc on a des product managers, des engineers, CTO, CPO, Head of Design et des profils data.
engineering, data science. Et on aide les entreprises à recruter et justement nos membres de la communauté à trouver un peu le job de leur rêve. Et on a monté depuis un an cette communauté de tech recruiters, il y a une newsletter, il y a ces lives, et il y a aussi des événements un peu plus privés qui vont reprendre là, parce qu'on s'était un peu arrêté pendant l'hiver. Si jamais ça vous intéresse de faire partie de cette communauté, d'échanger et de se rassembler, c'est gratuit. Voilà. C'est la petite communauté Recruiters in Tech et le QR code est en bas à droite. Voilà, c'est tout pour moi. On va passer au sujet. Juste avant, posez toutes vos questions pendant la présentation de roman dans le chat. Euh, voilà. On va te laisser prendre la parole. Faut que j'arrive à arrêter le partage. Oui, c'est bon. Trop cool de t'avoir aujourd'hui, Romain. À toi de jouer. Et voilà, je vous laisse poser vos questions dans le chat pendant la présentation. On vous donnera le micro à la fin et on aura du temps pour l'échange juste après. Top. Merci beaucoup, Mathias. Bonjour à tous, du coup. Merci pour m'avoir invité là pour ce petit live sur un sujet qui est effectivement très vaste pour le coup. Donc, je vais essayer d'aborder un maximum de points aujourd'hui, mais je m'excuse avant, je ne pourrais pas rentrer forcément toujours dans le détail. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions ou alors directement m'envoyer un message sur LinkedIn. Je vais mettre un lien juste après. Rapidement, vous me voyez bien mon écran là? C'est bon? Ouais, OK, cool. Donc rapidement pour me présenter, donc moi c'est Romain Chollet, je suis actuellement, Talent Acquisition Lead chez Vodoo, sur la partie gaming. Donc on a plusieurs scopes, et moi je suis responsable du recrutement donc sur la partie gaming. 7 ans d'expérience dans le recrutement, 3 ans dans la tech. Je suis un ancien freelance et à la fois RPO aussi, parce que j'ai fait un peu un mix des 2. Et je suis passé en gros par, une dizaine d'entreprises, différentes, aussi bien en mission que, en tant que salarié depuis ces 7 dernières années. Donc ça fait quand même pas mal de choses et de contextes assez, variés et de manière générale, alors moi je suis un recruteur qui est plutôt passionné par le côté business du recrutement. Ça veut pas dire que j'aime pas les candidats, bien au contraire. Mais en fait, ce qui me plaît énormément, et qui fait sens pour moi beaucoup dans ce que je fais, c'est vraiment ce côté business de comment je peux avoir un impact sur l'organisation, la voir grandir, et apporter un petit peu ma plus-value et sur le côté un petit peu, plus personnel, on est bientôt au début de la saison de Formule 1 2024, et je suis un grand passionné de Formule 1 depuis que je suis tout petit. Donc voilà, digne supporter de Red Bull pour ceux qui veulent savoir. Il y a un petit QR code si vous voulez m'ajouter directement sur LinkedIn, comme ça c'est beaucoup plus simple que de me rechercher, donc n'hésitez pas à flasher, et je vous ajouterai enfin on s'ajoutera avec grand plaisir. Sur, du coup Vodoo, donc là aujourd'hui comme je disais, Talent Acquisition Lead sur la partie gaming. Aujourd'hui le gaming chez Vodoo c'est 3 périmètres en interne, donc on va avoir ce qu'on appelle les core studios, qui sont les studios qui vont créer les prototypes de jeux. Donc en gros, leur objectif, c'est de trouver un maximum de prototypes, de créer un maximum de prototypes pour faire en sorte justement d'avoir, un jeu potentiellement qui peut fonctionner. On en crée entre 1000 et 2000 par an, ce qui est énorme pour le coup. On a les live studios qui, eux, en fait, vont partir d'un jeu existant qui a été créé par les core studios et leur objectif, c'est de faire grossir ce jeu, de l'améliorer. Et on va avoir, on va dire un département en plus qui est en fait une entreprise, créée par, Voodoo qui s'appelle Blitz, qui propose en fait une application avec pas mal de jeux dedans où on peut gagner de l'argent en jouant. Donc aujourd'hui, le périmètre gaming sur lequel on recrute, correspond à ces trois départements, donc Core, Live, et Blitz. En termes de nombre de recrutements sur 2023, on en a fait, 150 sur l'intégralité du périmètre environ. Et on a une équipe aujourd'hui de 6 TAM, 7 si on me compte dedans et on a une répartition qui est quasiment équitable en fait entre les différentes BU. Donc ça, c'est un peu pour vous présenter aujourd'hui l'équipe TA Gaming, on va dire et Voodoo au global pour ceux qui connaissent pas, parce que je sais qu'on parle beaucoup des gros scale-up comme, Allianz, Wild, Conto et cetera, mais Voodoo, on en entend un petit peu moins parler. On est une licorne française pour le coup, qui est créée en 2013 et qui est spécialisée en fait dans l'entertainment, plus connue à la base sur les, jeux vidéo mobiles et historiquement en fait on faisait ce qu'on appelle des jeux hyper casual, donc c'était les jeux hyper simples à prendre en main, vous pouvez jouer un petit peu partout, vous y passiez quelques minutes puis souvent vous désinstalliez l'application et c'était surtout les jeux où vous aviez des pubs à la fin de chaque partie, ce qui pouvait faire rager un petit peu tout le monde et là en fait on a décidé complètement d'arrêter et l'hyper casual et on se concentre sur ce qu'on appelle l'hybride et le casual. Je ne vais pas rentrer dans le détail de ce que c'est. Mais c'est une logique un petit peu plus complexe, un petit peu plus différente, sur lequel il y a un peu plus d'engagement en fait de la part des joueurs. En termes de jeux connus, on va avoir des mob control, collecte des malls et cetera. Je vous montrerai des jeux juste après. Mais si vous allez sur l'App Store et sur le Play Store, en tout cas, vous allez en trouver, pas mal. En termes de chiffres, très rapidement, Voodoo, c'est 7 milliards de téléchargements,
sur tous nos jeux depuis qu'on a créé l'entreprise. En gros, il faut se donner un ordre d'idée, c'est quasiment comme si un humain sur terre avait au moins téléchargé une fois une application Voodoo, ce qui est vraiment considérable. On est le troisième publisher mondial derrière Google et Meta en termes de téléchargement sur le Play Store et l'App Store, et on est le premier publisher gaming, et on a également 150 millions d'utilisateurs uniques actifs par mois, ce qui est aussi considérable, et voilà. En termes de concurrents, pour finir sur cette partie-là, on va avoir des gens comme King, enfin des boîtes comme King qui ont fait Candy Crush, Rovio qui ont fait Angry Birds, Playrix, Homescapes, Gardenscapes. Donc tous ces boîtes en fait qui sont derrière les jeux que vous avez peut-être vus, sur lesquels vous jouez peut-être dans les transports, le soir chez vous, le matin au réveil, peu importe, voilà, ce sont nos concurrents en fait directs, aujourd'hui. Les jeux très rapidement, voilà, donc des collectes démol, Blockjam, Mob Control, Paper.io, donc vraiment des jeux très simples, et qui aujourd'hui en fait sont nos jeux phares chez Voodoo. Donc voilà un petit peu pour la petite représentation de Voodoo, ce que c'est, qui on est. Maintenant je vous propose de rentrer un petit peu dans le vif du sujet parce que je pense que c'est ça qui va vous intéresser aujourd'hui. Et la question du coup, c'est, bah, comment bâtir en fait une machine de recrutement full remote? Comme je disais, c'est un sujet qui est hyper large, pour lequel on peut discuter pendant des heures. Et donc l'idée aujourd'hui, c'est d'aborder plusieurs points, tout en parlant de vos doutes. Donc pour donner un petit peu des exemples concrets de ce que nous on a fait, comment on l'a fait, quels sont les résultats qu'on a pu obtenir derrière, de notre côté. Petit disclaimer, je vais vraiment parler que de la partie gaming aujourd'hui. Tout ce que je dis ne s'applique pas à l'intégralité de la boîte. Faut savoir qu'en fait, le périmètre gaming, c'est le seul aujourd'hui qui a cette capacité à quasiment, recruter que en full remote, puisque 90 de nos recrutements se font en full remote. Mais on va avoir d'autres départements chez Voodoo qui ne recrutent pas du tout en full remote et qui sont encore, sur, bah, ce format un petit peu des fois 3 jours on-site à Paris, 2 jours en remote, 4 jours on-site à Paris, 1 jour en remote, et cetera. Du coup, quand on parle de recruter en remote, bah, il y a quand même une stratégie à mettre en place, et du coup, en fait, il y a quand même des questions à se poser. Donc recruter en remote, pourquoi? Bah, tout simplement, déjà, se poser les bonnes questions. Donc il y a 3 choses, j'ai essayé de décomposer en 3 parties, qui en fait, vont permettre de répondre à cette question de pourquoi vous recrutez en remote. Est-ce que, bah, déjà on répond à une logique d'expansion? Donc c'est quoi une logique d'expansion? C'est, bah, par exemple, vous souhaitez ouvrir un nouveau marché, il faut le conquérir plus efficacement, donc il faut recruter en local. Par exemple, vous faites du B2B, vous avez besoin d'ouvrir le marché allemand, vous avez aucune présence en Allemagne, pardon. Donc du coup, bah, vous allez recruter en local pour avoir par exemple des commerciaux et une équipe allemande qui va être en mesure justement de gérer vos clients allemands. Donc du coup ça répond à une logique d'expansion, et il faut en fait être en mesure de disposer des bonnes ressources, pour concrétiser un petit peu la réussite de ce projet-là. Et en fait le remote du coup, bah, ça va se caractériser tout simplement, bah, par l'ouverture en fait de bureaux en région, ou en tout cas, de personnes qui vont être localisées localement, dans un pays et qui vont être pilotées par le siège. On va aussi avoir, une stratégie qui va plus être orientée business. Alors je l'ai appelé business, mais ça peut s'appeler de plein de manières différentes. Tout simplement, des fois, en fait, le business requiert de recruter en remote, bah, pour pouvoir justement, bah, réussir, une stratégie un petit peu plus globale, et on va du coup recruter majoritairement des gens qui peuvent, par exemple, être basés dans des pays très différents, qui vont venir d'entreprises bien particulières, parce que, bah, par exemple, il faut aller, recruter des gens qui viennent d'une boîte spécifique parce qu'on sait qu'elles ont les ressources et cetera, que vous n'avez pas, et donc comme vous avez besoin, par exemple, de développer votre business sur un sujet particulier, le fait de recruter des personnes d'entreprises particulières qui ont, ces compétences-là, bah, ça va vous permettre justement de développer votre business. Donc ça va soutenir la croissance, et ça peut justement être une des raisons pour laquelle vous allez, recruter en remote, et ça peut aussi être une autre raison, ça peut être aussi pour limiter un peu des fois des coûts. Typiquement, bah, vous n'avez pas envie forcément d'avoir des bureaux qui sont énormes, et donc du coup, vous allez favoriser le recrutement, en remote ou à l'international, par exemple, pour justement, bah, réduire les coûts tels que les bureaux, et cetera. Et le dernier point, qui est pas des moindres pour le coup, et je sais que c'est quelque chose qui est souvent abordé, c'est, moi, ce que je vais appeler, en fait, le marché, tout simplement. Donc, il va y avoir d'une part, la demande des candidats, tout simplement, qui vont vouloir être en remote, pour justement, bah, par exemple, favoriser l'équilibre vie privée, vie travail. Ça peut être également une habitude qui est ancrée au sein du marché, et je vais justement parler du gaming juste après. Et en fait, comme du coup, des fois, il y a un rapport de force qui est inversé, c'est-à-dire que les candidats ont plus la possibilité de choisir les entreprises vers lesquelles ils vont se tourner. Le remote, en fait, va être la solution, des fois, pour avoir tirer un avantage concurrentiel par rapport à d'autres entreprises qui ne proposent pas
ce remote-là. Et puis, il y a aussi en fonction du business, si on target par exemple des profils bien particuliers, on peut se retrouver des fois avec un talent pool qui est assez restreint autour de sa zone d'action. Et donc du coup, bah, l'intérêt de s'ouvrir au remote, c'est justement de pouvoir avoir, beaucoup plus de profils de disponibles. Donc voilà, donc déjà si on commence par se poser les bonnes questions de pourquoi on recrute en remote et pas juste on recrute en remote parce que c'est cool, ça permet en fait déjà de comprendre quelle est notre stratégie, quelle est la stratégie de l'entreprise et du coup, bah, de mettre en place les bonnes actions, les bonnes méthodes pour justement réussir sa stratégie de recrutement. Maintenant, si on parle de Voodoo en particulier, parce que l'intérêt c'est aussi de pouvoir, expliquer comment nous on a fait les choses et pourquoi on l'a fait. Du coup, pourquoi on recrute en remote? Donc alors, très bref overview de Voodoo en général. Nous, aujourd'hui, on est basé dans 15 pays, une quinzaine de pays. En tout cas, on a des talents dans une quinzaine de pays. On n'a pas de bureau dans 15 pays différents. On a environ 45 nationalités différentes, au sein de l'entreprise et à peu près la moitié de la boîte aujourd'hui qui est en remote, et notamment justement, bah, quasiment la majorité du pôle gaming. Et on n'a pas de bureau, en fait, tout simplement, si ce n'est à Paris. C'est vraiment les seuls bureaux qu'on a aujourd'hui dans le monde, alors qu'on est dans 15 pays différents. Quand nous, on se pose la question aujourd'hui de pourquoi on recrute en remote, on a 2 aspects. Le premier, c'est d'un point de vue business. On a un objectif qui est extrêmement clair chez Voodoo aujourd'hui, c'est que on était leader de l'hyper casual, comme je le disais tout à l'heure, et aujourd'hui, on veut devenir le leader mondial de, l'hybrid casual et du casual, mobile gaming. Donc faire concurrence à des boîtes comme, King, comme Rovio, Zynga et cetera, qui sont des très grosses entreprises, qui ont déjà une grosse notoriété et une très bonne connaissance de ce marché-là. Et donc, bah, quand on est, leader sur un marché, qu'on devient challenger sur un autre et qu'on veut devenir leader, et ben il faut mettre ses efforts au bon endroit et surtout aller recruter les bonnes personnes. Demain, je sais pas, vous souhaitez, créer un nouveau ChatGPT par exemple, bah, typiquement, vous allez peut-être aller recruter des gens qui viennent de chez OpenAI, de d'autres entreprises qui ont en fait ces compétences-là bien particulières. Et nous, c'est exactement ce qu'on fait. C'est-à-dire qu'on n'a pas forcément une grosse connaissance du monde du casual, et donc du coup, bah, il faut qu'on recrute les personnes qui vont nous apporter ces compétences-là pour que justement on puisse atteindre notre stratégie, de devenir leader. Hem, Si on regarde ça, du coup, et qu'on regarde en France, typiquement, il y a aucun de nos concurrents qui est basé en France. Donc le talent pool français de personnes qui ont ces compétences-là très spécifiques qu'on recherche, il est extrêmement limité. J'avais regardé récemment, on est à moins d'une centaine de personnes, pour le coup, sur 68 millions d'habitants, ce qui est extrêmement restreint. Donc en fait, bah, typiquement, il a fallu s'exporter à l'international pour aller chercher les talents là où ils se trouvent. En s'ouvrant à l'international, ça nous a donné un talent pool du coup qui était plus conséquent, d'à peu près 40 000 profils qui correspondent à nos recherches. Et du coup, bah, maintenant, on s'est exporté en Espagne, en Turquie, pays de l'Est, d'Europe de l'Est, donc la Roumanie, la Pologne, la Russie, l'Ukraine, la Biélorussie, et les pays nordiques comme la Suède, la Finlande et la Norvège. Voilà un petit peu, du coup, comment on s'est ouvert, et pourquoi on s'est ouvert du coup, à l'international. Et l'autre facteur aussi qui a été prépondérant, c'est que, bah, c'est d'un point de vue candidat. Donc le marché du gaming aujourd'hui, c'est un marché qui est majoritairement en remote, parce que, bah, en fait, nos concurrents font comme nous, ils vont chercher les gens là où ils se trouvent et donc du coup, bah et les gens sont en remote, donc du coup, il faut être capable aussi d'absorber un petit peu ce fonctionnement du marché-là. Donc voilà, donc c'est les 2 aspects qui ont fait que Voodoo aujourd'hui, en tout cas sur le périmètre gaming, s'est ouvert à l'international et qu'aujourd'hui 90 de nos recrutements se font à l'international, et non pas en France. D'un point de vue, d'équipe TA gaming, heu, en gros, ce qu'il faut comprendre, c'est quelle est notre implication d'un point de vue croissance du business. On n'est pas une fonction support, nous, aujourd'hui, chez Voodoo et je sais que de plus en plus, en tout cas, la fonction TA n'est pas, considérée comme une fonction support, ce qui est vraiment bien puisqu'on peut avoir un vrai impact sur la stratégie et la croissance d'une entreprise. Nous, aujourd'hui, on travaille sur un périmètre qui génère 300 millions de dollars de revenus chaque année, ce qui est très conséquent et ce qui, du coup, soulève, à la fois une pression, mais un enjeu aussi très important, sur ce qu'on peut faire d'un point de vue recrutement. Comme je disais, s'il faut qu'on chasse les bonnes personnes, qu'on recrute les bonnes personnes, ça va nous permettre justement de participer directement, à la croissance du business. Hem Plus globalement, il s'agit pas non plus que de recruter. Aujourd'hui, côté métier, c'est aussi de comprendre les enjeux, la stratégie, les contraintes, le marché, afin qu'on puisse apporter les solutions en fait qui sont nécessaires au business. Et donc comme je disais, si notre objectif c'est de devenir leader du casual mobile, bah, du coup, comment fonctionne le marché? Où est-ce que sont les talents? Comment le marché évolue?
quelles sont les nouvelles boîtes qui vont apparaître un petit peu sur ce marché-là qu'on pourrait éventuellement targeter. Mais il y a aussi des sujets de législation, puisqu'on a des législations qui sont très différentes selon les pays, donc il faut quand même mine de rien les connaître. Les coûts associés au recrutement, parce que, bah, évidemment, c'est pas le même coût de recruter quelqu'un en France comme recruter quelqu'un au UK, comme recruter quelqu'un en Pologne, par exemple. Et du coup, ce qui fait qu'aujourd'hui, l'équipe TA a un panel de compétences qui est extrêmement large, qui va, bah, justement de la partie purement recrutement, mais aussi sur la partie legal, finance, onboarding et marque employeur. Et en gros, en ayant la bonne stratégie et les bonnes méthodes, bah, on va participer tout directement à ça et du coup, pour pouvoir justement être en mesure de mesurer le succès de notre stratégie, il faut, bah, mettre en place des bons indicateurs, de performance. Donc ça, je reviendrai un petit peu plus en détail, plus tard, mais c'est vraiment pour vous donner un petit peu un ordre d'idée de comment, on a pu voir les choses. Là, aujourd'hui, typiquement chez Voodoo, on a un aspect de notre culture qui est fondamental, qui est le fait que quasiment l'intégralité de la boîte est très data driven. Tout le monde chez Voodoo, en fait, porte une attention qui est ultra importante aux chiffres. On doit tout expliquer. D'un point de vue recrutement, en fait, c'est très simple. C'est par exemple, si on a une baisse de nos recrutement, c'est pourquoi. Si on a une baisse du nombre de candidatures, c'est pourquoi. Si on a une augmentation du time to hire, c'est pourquoi. Si on a une, diminution de nos notes qui viennent des candidats, bah, pourquoi. En fait, tout changement doit être expliqué et grâce à ça, on est capable d'apporter, comme je disais, les solutions, au business pour justement atteindre les objectifs. D'un point de vue purement pratique, maintenant, la question à se poser, c'est: «OK, quelle est la première étape? Si demain je veux mettre en place une structure de recrutement en remote, quelle est la première étape que je dois faire, que je dois suivre pour justement réussir ce plan-là?» Si on retrace un peu l'historique, du recrutement chez Odoo, comme je disais, à la base, on recrutait beaucoup en local à Paris et on s'est exporté petit à petit en fonction de la croissance du business, en remote et à l'international. Sur le périmètre core gaming, donc là où on faisait les prototypes de jeux, on avait déjà une équipe qui était, bien constituée. Il y avait des recruteurs qui avaient l'habitude de recruter à l'international et cetera, donc c'était une équipe qui fonctionnait. Côté live game, c'était un petit peu plus la bérésina, pour le coup. On n'avait pas d'équipe TA, tout simplement. Il n'y avait pas de recruteurs en interne, donc ils fonctionnaient soit aux agences, soit avec des RPO. Mais il n'y avait rien qui permettait, en fait, de pérenniser le développement de cette BU, alors que c'est justement, la BU qui devait le plus se développer sur les dernières années. La deuxième difficulté aussi par rapport à ça, c'est que l'intégralité des gens qui étaient déjà en poste, donc des hiring managers sur cette BU-là, c'est qu'ils étaient tous en full remote. Il n'y en avait aucun en France. Donc il a fallu en gros faire une espèce de transition entre des hiring managers qui font leur travail dans leur coin et qui, bah, du coup, n'ont pas de process, n'ont pas de reporting, se débrouillent un peu par eux-mêmes, n'ont pas vraiment d'expérience sur l'évaluation des candidats, sur justement proposer une vraie candidate experience, à quelque chose de: on est une équipe tous ensemble, on a les recruteurs, on a les hiring managers et ensemble, en fait, on va participer justement à la croissance du recrutement, au sein de Odoo. Donc quand je suis arrivé, comme je disais, il y avait rien. Et il y a 5 aspects, en fait, sur lesquels il a fallu, se développer et faire en sorte de mettre en place des choses pour que, bah, ça puisse fonctionner correctement. D'une part, les reporting, côté data driven dont je parlais, donc donner de la visibilité sur le pipe et cetera, sur ce qui était fait d'un point de vue très opérationnel, auprès des hiring managers. Une très bonne communication et ça, c'est essentiel, surtout quand on est dans un environnement, full remote parce que c'est beaucoup de communication asynchrone qu'il faut être direct, précis et j'y reviendrai juste après. Les process, il n'y avait aucun process clair, ni harmonisé au sein du périmètre live, donc il a fallu tout mettre en place. Faire en sorte que chaque hiring manager connaisse précisément le process et cetera. La partie delivery, évidemment, puisqu'il faut quand même continuer à délivrer, proposer des candidats et tout ça. Et un point que je trouve fondamental quand on est recruteur aujourd'hui, surtout dans ce genre de contexte, de transition où on met en place quelque chose de nouveau au sein d'une organisation, c'est la remise en question. Il faut tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps se remettre en question, aussi bien côté business que côté recruteur et ensemble justement être capable de se dire: «On ne connaît pas tout, on ne sait pas, on tâtonne et donc du coup, on apprend et on se remet en question, continuellement». Hem, Ça peut paraître assez compliqué, mais il y a 2 choses, c'est que soit vous êtes dans une structure aujourd'hui où il y a, rien, tout simplement, c'est-à-dire que vous allez commencer à recruter en remote, mais vous n'avez pas commencé à le faire et donc du coup, bah, vous avez toute latitude, en fait, pour tout créer de zéro, en fonction de la culture de la boîte, en fonction des process existants et même par rapport à votre façon de travailler.
soit il y a déjà des choses de construit comme c'était le cas aujourd'hui avant chez Vodoo, et là, ça rajoute une petite difficulté de construire des fondations, en dessous d'une structure qui est déjà existante. Donc voilà un petit peu. Donc pour résumer cette première étape, pour réussir déjà à mettre en place une structure, il faut vraiment faire en sorte de créer une équipe qui soit, fonctionnelle et soudée entre les hiring managers et les recruteurs. Chacun doit pouvoir se faire confiance, se remettre en question et tous avancer dans la même direction avec les mêmes objectifs. Sans ça, c'est pas possible. Deuxième étape, on a réussi à créer une équipe solide, c'est une bonne chose. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Il y a plusieurs choses. Il y a 3 facteurs qui, à mon sens, sont clés. La première, c'est définir un process de recrutement qui soit efficace, à la fois pour les candidats et pour la hiring manager. Comme je disais, on recrute en remote, donc ça veut dire que, il n'y a pas la possibilité d'interagir au bureau efficacement, donc il faut que tout soit clair, tout soit limpide, tout soit transparent, aussi bien pour les hiring managers qui n'auront pas de questions à se poser et pour les candidats, pour que justement ils sachent précisément comment ils avancent, tout au long du process de recrutement. Donc sur les hiring managers, c'est quelles sont les différentes étapes? Comment on évalue les candidats, au global? C'est quoi les compétences qu'on va rechercher? Quelles sont les compétences qu'on va évaluer à chaque étape du process de recrutement et cetera? De manière à ce qu'on puisse être en mesure de prendre des décisions qui soient factuelles à chaque étape du process de recrutement. Sans ça, c'est très compliqué d'avancer et ça rajoute de la friction parce que, bah, vous n'avez pas la possibilité forcément d'échanger en face to face justement avec vos hiring managers. Pour les candidats, c'est pareil. Imaginez, vous êtes chez vous, vous passez un process de recrutement pour une entreprise que vous verrez peut-être physiquement jamais. Il faut que vous ayez conscience de ce qui vous est demandé, de quel est le process de recrutement et qu'est-ce qu'on peut attendre de vous, aux différentes étapes. L'idée, c'est de pouvoir se projeter, en fait, finalement, à la fin et de se dire: «Bah, ouais, même si je les vois jamais ou je les verrai jamais, je me projette quand même dans l'entreprise» et le process de recrutement était suffisamment clair pour me dire: «J'arrive pas dans un endroit où c'est le bazar», pour le coup. Deuxième point, la communication, plus fluide possible, que ce soit avec les candidats ou avec les hiring managers. On est en remote, on ne se voit pas, donc communiquer efficacement de manière factuelle pour qu'il n'y ait pas de perte d'informations et surtout qu'on puisse, être en mesure qu'il n'y ait pas de mauvaise compréhension surtout, tout au long du process. Et le troisième point qui va concerner principalement pour les hiring managers, c'est le reporting. C'est souvent négligé de la part des recruteurs, pourtant c'est hyper important parce que ça va permettre de mesurer l'efficacité de l'équipe de recrutement et quand je dis équipe de recrutement, c'est pas que les TA, c'est aussi les hiring managers. À quel point on est efficace? Où est-ce qu'on perd des candidats potentiellement? Est-ce que, bah, si c'est au début du funnel, est-ce qu'on a le bon message d'approche? Est-ce que sur le premier introduction interview, on est bon? Et cetera, et cetera. Et ça tout au long du process de recrutement, ce qui permet d'adapter, ça revient à la remise en question, et d'être en mesure du coup de construire quelque chose qui est le plus, fonctionnel possible à la fois pour la boîte et pour les candidats. Si on rentre un peu plus dans le détail très rapidement, hem, un processus de recrutement, le cas de Voodoo, on est entre 4 et 5 étapes différentes. Alors là, il y a 4 petits icônes, mais tout simplement parce que j'ai mis introduction interview et hiring manager interview. Donc introduction interview avec le recruteur. Ensuite, on peut basculer selon les postes vers une interview qui est faite par le hiring manager, qui est un peu une présentation approfondie. On va essayer d'évaluer certains critères et cetera selon les postes. C'est pas sur tous les jobs, et nous, réellement, on l'utilise souvent sur les jobs, qui sont très seniors, par exemple les directeurs, les head of et cetera, ou lorsqu'on a besoin aussi d'attirer le candidat et de mieux lui vendre le job. Non pas qu'on sache pas le faire en tant que TA, mais souvent ce qu'on a remarqué, c'est que les candidats, quand c'est, parfois le head of ou le VP qui, les contacte et qui fait le premier call, pour des rôles de directeur, de head of ou d'autres VP par exemple, bah, ils sont plus engagés, ils se sentent plus importants en fait, et ça les engage vachement plus dans le process de recrutement. Introduction call qui dure entre 20 et 30 minutes, ça va dépendre des personnes et des points qu'on a à creuser. Et où on va, du coup, revoir les éléments RH, prétention salariale, localisation, visa, le background, enfin tout un tas de choses très différentes. Ensuite, on va avoir les case studies qui sont des, technical assignments qui sont faits à la maison. Ça peut durer de quelques heures à quelques jours selon les jobs et en général, on laisse entre, allez 3 jours à une semaine au candidat pour le compléter et pareil, on adapte en fonction des jobs puisque l'idée, c'est pas non plus de perdre des candidats avec un test technique.
Case study Q&A, c'est, la continuité du case study. Si le test est bon, on fait un entretien d'1 heure avec les stakeholders principaux, donc la hiring manager, où là, on va approfondir le test, on va poser des questions, on va rentrer dans le détail technique et ce qui va permettre du coup d'évaluer le reste des compétences techniques, de nos candidats et ensuite final interview qui peut aller de 15 à 45 minutes selon les postes et c'est en fait surtout une interview pour se concentrer sur le culture fit et donc ça peut être mené soit par, un lead, soit par un head of, soit par un VP, soit par un directeur. Tout dépend des postes également. Donc voilà, process simple qui est harmonisé au sein de la boîte pour le coup, c'est partout pareil et ce qui permet en fait vraiment de décomposer les étapes auprès des candidats, de leur expliquer ce qu'on attend d'eux ou en tout cas ce qu'ils peuvent attendre justement du process de recrutement. On leur donne une timeline aussi puisque nous la timeline en général c'est 30 jours maximum entre le moment où on engage avec le candidat et le moment où on lui a fait l'offre. Donc comme ça, tout est clair, les informations sont claires pour tout le monde et on sait comment on avance et ça évite de perdre des candidats inutilement. Le deuxième point, c'était la communication. Hem, Quand on est en visio, malheureusement, on voit pas les gens, forcément en réel. C'est un peu le cas du coup, qu'on a nous chez Voodoo où les gens, certains, on ne les a jamais vus en vrai, si ce n'est en visio. Donc on a différents, canaux de communication. Premier, les mails. Donc pour les candidats, c'est majoritairement par mail. On fait aussi de la visio évidemment pour les introduction calls, mais qui dit mail dit, il faut être factuel. Par écrit, on n'arrive pas à transmettre des émotions. Donc il faut réussir à avoir des tournures de phrases qui vont permettre au candidat de se sentir, des fois écouté, compris, où il va se sentir vraiment impliqué en fait dans le process de recrutement. Donc que ce soit quand vous engagez avec un candidat, que ce soit quand vous faites les feedbacks après chacune des interviews ou même quand vous faites des, retours négatifs aux candidats. Si vous avez un petit peu du mal à faire des retours candidats, qui soient positifs ou négatifs, qui soient engageants, des fois en plus c'est dans une langue qu'on ne maîtrise pas forcément, l'anglais ou d'autres langues, que vous n'êtes pas bilingue, vous pouvez utiliser ChatGPT. Pour le coup, ça peut énormément aider. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut prendre de but en blanc ce que ChatGPT vous donne et le balancer, mais en tout cas ça peut vous donner des trames, ça peut vous donner des tournures de phrases, ça peut vous faire gagner du temps aussi, donc n'hésitez pas, bien évidemment en prenant en compte la personnalisation. La visio, même si on ne se voit pas en vrai avec un candidat, la visio, elle est prépondérante dans le sens où, ça va souvent être la première chose que vous allez montrer, auprès d'un candidat. Il faut réussir à donner un maximum de choses, d'émotions, pendant une visio avec un candidat pour que justement, il puisse, se sentir comme s'il était en fait en face de vous dans une salle de réunion. Donc, il faut être concentré, il faut être attentif, il faut être sur une écoute qui soit active. Faut pas hésiter à couper toutes ces notifications. C'est un petit peu obvious ce que je dis, mais au moins, je préfère rappeler un petit peu les bases, de manière à ce que le candidat, il sente vraiment que vous êtes engagé avec lui dans la communication. Et le langage non verbal est aussi hyper intéressant. Typiquement, si je me mets comme ça pendant un entretien en visio avec un candidat, il va pas forcément apprécier, tandis que si je suis vraiment dans une posture d'écoute active, voilà, un peu comme Mathias vient de faire pour le coup. Du coup, il va vraiment se sentir écouté et engagé. Donc voilà, ça c'est le premier point, pour les, hiring managers, du coup, comment on communique avec eux? Mail parfois, mais surtout par Slack. On a des channels dédiés, où on va parler un petit peu des avancées des différents process, on va discuter des candidats et cetera. Tout ça en temps réel, justement pour, pouvoir aller, à l'essentiel. On est très bullet point chez Odoo, donc c'est-à-dire qu'on évite les phrases qui sont trop longues. C'est vraiment bullet point 1, bullet point 2, bullet point 3. On met les idées principales, conclusions et puis c'est fini. Histoire vraiment qu'on se concentre sur l'essentiel. Sinon, trop d'informations tue l'information et en fait, tout le monde est perdu et après on prend des mauvaises décisions, ce qui est pas le but quand on recrute en full remote. Et dernier point, les routines, qu'on a mis en place avec les hiring managers, c'est entre 15 et 30 minutes chaque semaine, pour avancer justement sur les différents sujets et les routines chez Voodoo sont très simples. On parle des progrès, des plans et des problèmes et des plans, j'y reviendrai juste après. Mais, ce qui permet au moins d'avoir une structure bien particulière sur comment on fait, nos meetings. Et en termes de reporting, on a 3 grands types de reporting, chez Voodoo, qui sont assez simples à mettre en place pour le coup. Le premier c'est ce qu'on appelle les perf reviews, c'est une fois par mois pour, parler de l'avancée des objectifs d'un point de vue business. C'est fait via des spreadsheets Google, très simple. C'est pas forcément les plus jolis, mais ils sont très quand même très, quali en termes de lecture. On n'y participe pas nous en tant que recruteurs, par contre on y apporte des informations en amont où on va justement expliquer un petit peu les évolutions du business et cetera. On a ce qu'on appelle des mémos, ce sont des Google Docs tout simples, où on va pouvoir justement, parler des progrès, donc par exemple le pipe, les taux de conversion et cetera.
Donc les progrès, les problèmes, quels sont les problèmes qu'on a rencontrés depuis la semaine dernière et les plans, donc qu'est-ce qu'on prévoit pour la semaine suivante, pour justement solutionner ces problèmes et à la fin, on va avoir, bah, des conclusions qu'on partage ensuite au hiring manager et ça permet de se dire: «OK, on est tous d'équerre pour avancer dans la même direction, et au moins il n'y a pas de questions à se poser» et comme on fait un mémo par meeting, ça permet de se dire: «Ah oui, tiens, si par exemple en février, on a une problématique, on revient sur le mémo qu'on a vu en novembre et on va en fait retourner sur les conclusions ou ce qu'on avait défini» et ça permet de se dire: «Ouais, mais on avait acté ça, donc c'est comme ça qu'on doit avancer», tout simplement. Donc ce qui permet d'être très clair, très structuré et d'aller, vraiment à l'essentiel. Et le dernier point, des dashboards spreadsheet vraiment très simples, mais pour avoir un suivi en temps réel, de notre activité sur les jobs ouverts, les en charge de chaque job, quelle équipe est concernée par nos différents recrutements, où est-ce qu'on en est sur le rôle, quel candidat on a recruté, les différents KPIs, typiquement l'attention par TAM, donc ce qui est nombre de jobs ouverts divisé par le nombre de TAM typiquement, et cetera, et cetera. Et donc ça permet de donner une visibilité en temps réel sans avoir besoin de faire un meeting avec les hiring managers sur, bah, où est-ce qu'on en est, tout simplement. Donc plus la communication elle est claire, plus les reportings sont, clairs également et plus en fait vous allez réussir à mettre en place une structure, de recrutement en full remote avec vos hiring managers et vous n'aurez pas forcément de questions à vous poser. Les clés, du coup pour, recruter, onboarder et manager dans un contexte, pardon, full remote. Donc voilà, donc là on a vu comment en gros poser les fondations, donc créer une équipe avec ses hiring managers, avoir un process de recrutement qui soit efficace, avoir une très bonne communication et avoir des reportings qui sont clairs. Du coup, l'idée c'est de se dire: «OK, comment on finalise cette structure et qu'est-ce qui va permettre au rouage d'être bien huilé et du coup de fonctionner, correctement?» Il y a 3 piliers, une nouvelle fois, qui permettent justement de participer à cette stratégie. Déjà le recrutement de profils qui sont clés. Quand on s'ouvre au remote, et c'est le cas par exemple chez Voodoo sur le périmètre gaming, l'idée c'est déjà de se dire: «Comment je vais pouvoir attirer et engager avec des profils qui sont clés?» Je donne un exemple, je reprends l'exemple de l'Allemagne tout à l'heure. Vous souhaitez ouvrir un business, en tout cas une succursale en Allemagne, en B2B. Vous n'avez pas de connaissance du secteur, vous n'avez pas connaissance des clients, vous n'avez pas connaissance de la culture et cetera. Bah, vous n'allez pas forcément chercher, j'imagine, à recruter un commercial junior, qui débute sa carrière et qui probablement fera très bien le travail. Parce que vous, aujourd'hui, ce que vous cherchez, c'est d'être impactant directement, c'est pénétrer de manière agressive le marché. Et donc l'idée, c'est de se dire: «OK, il me faut quelqu'un de très senior», par exemple un directeur commercial qui vient d'une boîte allemande, de votre business, qui lui, en fait, a déjà toute l'expérience requise, qui l'a déjà fait et qui sera en mesure de vous accompagner. Typiquement, c'est ce que nous, on fait aujourd'hui chez Odoo, comme je le disais, on recrute des profils clés qui ont déjà fait du casual mobile, du casual gaming sur mobile, qui ont par exemple travaillé sur Candy Crush, qui ont travaillé sur Angry Birds et qui vont être en mesure en fait de nous apporter ces compétences-là. D'autre part, là où ça a un intérêt aussi de recruter les profils clés, en remote, en tout cas si ça participe à une stratégie comme la nôtre, c'est que ces personnes-là, elles ont un réseau. Elles ont un réseau, donc derrière, quand vous allez chercher à constituer vos équipes en local, ou en remote et bah, elles vont pouvoir être en mesure de vous apporter les bonnes ressources. Typiquement, toujours si on reprend l'exemple de ce directeur commercial, bah, lui, il connaît peut-être des commerciaux dans son réseau avec lesquels il a déjà travaillé, qui va pouvoir onboarder avec lui, et ce qui va pouvoir vous permettre d'avoir une structure commerciale en Allemagne qui va, fonctionner beaucoup plus efficacement. Donc nous, typiquement, si je reprends l'exemple de Voodoo, on recrute des CEO directeurs qui ont cette connaissance-là du marché du casual mobile et surtout, on leur demande de venir avec 2 personnes. Donc souvent un game dev, enfin un lead game dev et un lead game designer, et ce qui fait qu'on peut démarrer le studio grâce à ça et en fait, on a déjà une structure de 3 personnes qui se connaît et qui a déjà travaillé ensemble, ce qui nous permet d'être beaucoup plus efficace, et impactant directement, par rapport à nos enjeux business. Le deuxième point, c'est l'onboarding. Et je sais que c'est un sujet qui est assez compliqué quand on veut onboarder en remote des personnes. Un processus de recrutement 5 étoiles, c'est top. Franchement, chapeau, si vous y arrivez. Par contre, si vous avez un onboarding qui est nul, bah, en fait, votre stratégie, elle aura servi à rien. Donc, il est important d'avoir une communication qui soit régulière avec les candidats entre la signature de l'offre et le premier jour, puis pendant la phase d'intégration, aussi bien venant de vous que des hiring managers, que des RH, que peu importe la personne dans l'entreprise. De pouvoir débloquer des accès en amont du premier jour afin que, bah, du coup, les nouvelles recrues, puissent être opérationnelles en day one. Parce que si vous commencez déjà à perdre
du temps sur l'onboarding propre et que, bah, ça va vous pénaliser, mais la nouvelle recrue va se dire aussi: «Mais où est-ce que je suis arrivé? Ils sont pas prêts en fait à m'accueillir, ça va être compliqué». Du coup, de bien envoyer le matériel informatique, en amont, pour que ça soit prêt pour le premier jour également. De préparer un planning d'onboarding et cetera et cetera. Donc vraiment faire en sorte que l'onboarding soit le plus qualitatif possible et ça, faut vraiment pas hésiter à vous faire aider par des sociétés qui vont être en mesure, par exemple, d'envoyer du matériel à l'étranger. Nous, chez Voodoo, on l'a fait beaucoup par nous-mêmes, d'envoyer du matériel et par exemple, avec la Turquie, on se retrouvait avec des Macs qui étaient bloqués pendant 2 semaines, voire même des fois des mois en douane. Ce qui nous posait énormément de problèmes pour, bah, justement faire démarrer des personnes. Donc on était obligé de débloquer des accès, sur les ordis perso, enfin c'était vraiment très compliqué. Maintenant on passe par un provider et ça permet d'avoir, bah, du coup des SLA, enfin des échéances claires sur, la réception du matériel. Et surtout on sait que 33 personnes des 33 des personnes, se mettent en recherche d'un nouveau poste dans les 6 premiers mois, suivant leur onboarding et 23 quittent leur entreprise dans leur première année et tout ça, c'est lié directement à l'onboarding. Donc il faut pas hésiter. Et le management, il y a souvent la question de: «J'ai pas confiance, la personne est en remote, moi je préfère avoir les gens sur, site parce que je peux suivre, leur performance». Bah, en fait, j'ai envie de dire oui et non. Oui, parce qu'effectivement, on peut avoir ce sentiment de, bah, la personne elle est en remote donc je sais pas ce qu'elle va être, elle est pas disponible quand je lui envoie un message et cetera. Donc il faut avoir confiance. Mais non, dans le sens où en fait, si vous avez les bons indicateurs de performance, pour mesurer en fait le travail de vos collaborateurs, sans parler de micromanagement pour le coup, bah, en fait, vous aurez plus de questions à vous poser. Donc, le management par la performance, ce que nous on fait chez Odoo, c'est que les gens souvent savent précisément ce qu'ils doivent faire, dans un laps de temps, par exemple sur les 3 premiers mois, sur les 6 premiers mois. D'une part pour valider leur période d'essai et puis d'autre part pour aussi, performer chez Odoo. Et c'est très transparent. On a une culture qui est zéro bullshit chez Voodoo, donc dès le début du process de recrutement, on le communique, aux candidats, ce qui leur permet de savoir où est-ce qu'ils mettent les pieds et l'environnement qu'ils vont rejoindre et bah, in fine, avec les bons indicateurs, on n'a pas de questions à se poser sur, si une personne elle est efficace ou pas, tout simplement. On est capable de le mesurer, de le suivre et après, bah, de prendre les bonnes décisions si ça fonctionne ou de prendre d'autres décisions si ça fonctionne pas malheureusement avec ce collaborateur-là. Voilà. Donc, pour résumer, pour mettre en place une bonne politique de full remote, 3 piliers, le recrutement de profils clés, onboarding structuré et de qualité, et un management de la performance avec les bons indicateurs, et qui soit mesurable et factuel. Typiquement, si la personne s'absente à 17h, juste pour aller chercher son enfant à l'école et qu'elle est performante au-delà de ça, je suis pas sûr que ce soit vraiment, quelque chose qui est vraiment, contraignant et factuel. Voilà, en termes de conclusion, j'ai essayé d'aller le plus vite possible, je vois qu'il est déjà 44. J'espère qu'on n'a pas trop dépassé Mathias. En définitive, juste pour résumer, donc pourquoi le recrutement en remote? Donc bien se poser la question de pourquoi vous voulez recruter en remote. Est-ce que c'est une stratégie d'expansion, pour répondre à un enjeu du business, ou est-ce que c'est une contrainte du marché? 2e point, bah, créer une équipe de recrutement qui s'entend au-delà de l'équipe tiers, donc c'est pas juste vous dans votre coin, c'est avec tous vos hiring managers, comment vous allez créer tout ça. Donc développer de la confiance, se remettre en question, mettre en place les bons process, la bonne communication, les bons reporting, et avoir le bon delivery aussi, il ne faut pas l'oublier. Et dernier point, mettre en place les bons outils et process, donc recruter les profils clés en premier pour répondre justement à votre stratégie et profiter de l'effet de levier de leur réseau. Mettre en place un onboarding qui soit le plus qualitatif possible et structuré aussi et mettre en place un management, alors moi je dis par la performance, mais après chacun fait comme il veut, mais qui soit factuel grâce à des indicateurs en fait que vous allez pouvoir suivre et qui vous rassureront dans le fait d'avoir des personnes en full remote. Et il ne faut pas hésiter à rester évidemment flexible aux besoins du métier. Rien n'est figé dans le marbre évidemment quand on se lance dans un projet comme ça, donc voilà, ne pas hésiter à tout le temps, comme je disais, se remettre en question et à construire une structure qui soit la plus, hem, scalable possible. Désolé, je trouve plus le terme en français. Pour justement permettre à tout ça de s'adapter en fonction des évolutions de la boîte, et du business de manière générale. Et in fine, il faut vraiment pas qu'on oublie un point, c'est que malgré tout, même si on a des enjeux business de recruter à l'international, on s'adresse quand même à des humains, donc ça, c'est quand même important de le souligner. Et donc recruter à distance, ça veut dire qu'il faut quand même comprendre les cultures auxquelles on s'adresse, comment elles fonctionnent, quels sont leurs facteurs de décision. Parce que comme je disais, recruter un Anglais, typiquement, c'est pas la même chose que de recruter un Polonais, comme c'est pas la même chose de recruter un Ukrainien ou un Russe, ou un Espagnol ou un Turc, peu importe, on pourrait tous les faire. Donc il faut être humble, il faut comprendre ces cultures-là,
Hésite pas à hésiter à creuser, vous allez faire des erreurs, moi j'en ai fait énormément et après du coup ça va venir petit à petit. Mais c'est pas parce qu'on est français, qu'il faut imposer notre culture et notre façon de fonctionner, aux personnes qui sont en remote. Voilà, en tout cas à l'international. Et dernier point, je vous donne quelques outils qui m'ont été vachement utiles, c'est très obvious. Premier point, le Deal Global Hiring Guide, si vous avez besoin d'infos sur, les notice periods, donc les préavis de départ, sur les durées de congé, sur les coûts employeurs associés au recrutement d'une personne à l'étranger. Franchement, ça, enregistre-le en favori, donc n'hésitez pas à utiliser le petit, QR code. Quelque chose d'essentiel aussi, les différentes time zones, parce qu'évidemment, bah, la time zone d'Europe de l'Est, c'est pas la même que celle qu'on a ici à Paris. Donc, bah, c'est pas mal quand on schedule les calls avec les candidats, de pouvoir le prendre en compte. Et également, un point important, les cost of living tools, qui est en fait tout simplement un indicateur des coûts, de la vie en fait dans les différents pays qui pourront vous aider sur justement, fixer les salaires et cetera. Voilà! Je vais arrêter mon partage d'écran, Mathias. Hop! Trop cool, ouais. Merci, franchement, c'était trop bien, Romain. Beaucoup de contexte, de recommandations. Et il y a des questions dans le chat, donc je vais donner le micro à ceux qui peuvent poser leurs questions. N'hésitez pas aussi à mettre vos retours et vos questions pour Romain. Moi, j'avais une question, justement, je voulais rebondir sur un point que tu viens juste d'évoquer, sur la question de la culture entre les pays. Euh, Comment est-ce que tu fais justement? J'imagine déjà que pendant les entretiens, tu as des questions des candidats sur, OK, bah, génial, en full remote, comment est-ce que vous allez m'intégrer à une équipe, me donner une question enfin une notion de connexion. Est-ce qu'il y a des best practices là-dessus? Et aussi sur bah, justement la gestion culturelle, multiculturelle. Est-ce que vous avez des choses en place là-dessus ou tu as des recos pour ceux qui sont face à ces problématiques? Alors sur la justement, bah, comment réussir à créer des équipes en remote? Parce que, bah, typiquement, c'est un peu le sujet qu'on a. C'est qu'aujourd'hui, comme je disais, tout le monde enfin, en tout cas côté gaming, la plupart des gens sont en full remote, donc ils se voient pas physiquement au bureau, ils restent chez eux pour le coup. Ils ont des routines, en fait, tout simplement, où tous les jours, ils vont avoir, par exemple, des stand-up, ce genre de choses, pour lesquels ils vont pouvoir évoquer, bah, les avancées de leur travail et cetera. Et après, il y a beaucoup de communication, nous, en interne, chez Vodoo. Tout le monde est disponible pour tout le monde, en fait. Dans le sens où, bah, si on a besoin d'infos, si on veut créer du lien et cetera, on peut le faire. Pour donner un exemple très concret, j'ai une des personnes de mon équipe qui est basée à Amsterdam, donc on la voit, 1 fois tous les 3 mois. C'est la seule, et ça l'empêche pas, en fait, de créer du lien avec l'équipe dans le sens où quand elle a des questions, elle va les poser. Si elle a besoin de faire un meeting avec quelqu'un de l'équipe, elle va faire un meeting avec quelqu'un de l'équipe et on parle beaucoup par Slack, des fois de trucs perso, ce genre de choses, histoire de créer du lien, tout simplement. Donc voilà un petit peu comment on fait, donc ça change pas grand-chose par rapport à quelqu'un qui va être au bureau toute la journée, mais avec ses écouteurs dans les oreilles et les yeux rivés sur l'écran. Pour le coup, c'est vraiment le même principe, si ce n'est que là, on est vraiment, physiquement à des géographies, différentes. Et après sur la gestion multiculturelle, alors ça, c'est peut-être un petit peu plus tricky. J'ai pas encore réussi à hacker le truc pour le coup, je t'avoue. Je sais qu'il y a les équipes sont pas très multiculturelles non plus, dans le sens où on peut avoir des équipes qui vont être constituées principalement de gens qui sont espagnols, d'autres qui viennent d'Europe de l'Est et cetera. Donc nous, on essaye de constituer les équipes aussi en fonction des similitudes culturelles, même si on reste ouvert, justement à ces différences-là, puisqu'après l'objectif, c'est qu'on puisse tous travailler ensemble et qu'on participe, au même projet. Donc ça va dépendre. En vrai, ça va dépendre et j'ai pas vraiment de best practice à ce sujet. Et peut-être aussi l'angle du gaming, qui est une passion commune, je pense, chez Vodou, où là, tout le monde se retrouve quelque part. Il y a pas de barrière culturelle sur la passion du jeu vidéo. Il y avait Benoît qui avait une question pour toi. On va lui donner le micro. Je sais pas si tu arrives à activer ton micro, Benoît, comme tu as ouvert la connexion. Est-ce qu'on m'entend? Ouais, Ouais, salut. on t'entend super bien. Très bien. Très, très clair. Alors, ma question initialement, elle était sur l'onboarding, la difficulté de donner un vrai ADN aux candidats qui arrivent et de leur donner une vraie adhésion à la boîte. Tu as un petit peu répondu dans ta présentation. Du coup, je vais peut-être un petit peu la modifier. Euh, est-ce que tu arrives à avoir une vraie adhésion justement au projet des personnes qui sont en full remote? Est-ce que tu as un comparatif du taux de turnover par rapport aux personnes qui sont en local versus les personnes en full remote? Alors c'est une excellente question. Donc sur l'adhésion en elle-même, oui, parce que aujourd'hui en fait, comme disait Mathias juste avant, nous aujourd'hui on est vraiment passionné par le gaming, par ce qu'on fait et par les résultats que ça produit. Typiquement,
Quand on fait quand on crée un jeu, qu'on le voit évoluer, et cetera, il y a une vraie, hem, comment dire? Une vraie adhésion justement, si tu veux, au fait que, waouh, on évolue énormément, on arrive à faire des choses qui sont incroyables, on arrive à transitionner de manière assez forte. Donc tu as un peu cette, émulation, de groupe, j'ai envie de dire, où on est tous portés Mhm. par le projet et ce qui fait qu'on y adhère, de manière assez globale, qu'on soit en physique à Paris, ou qu'on soit en remote, à l'étranger. D'autant plus qu'on parle beaucoup des réussites des différents projets, et cetera. Donc tout le monde peut se sentir impliqué à son échelle justement dans la réussite de la boîte. Tout n'est pas lié qu'au recrutement, évidemment, tout le monde participe à ces chiffres que j'ai donnés. Et ta 2e question, excuse-moi Benoît, est-ce que tu peux juste me la redire? Ah, c'était peut-être sur le taux de turnover, non? Le C'est ça? turnover, exactement. Local Ah versus non, désolé, remote. j'ai pas de chiffre précis à te communiquer. Après le monde du gaming est un monde où il y a beaucoup de turnover de manière générale, qui sont pas forcément Mhm. liés à l'implication même des gens au sein de l'entreprise et à l'adhésion au projet, mais plus par rapport à la performance, en fait, tout simplement. Nous, comme je disais, on a un management qui est très axé sur la performance. Donc, bah, du coup, quand ça fonctionne, ça va et quand ça fonctionne pas, malheureusement, ça ne fonctionne pas. Et je pourrais pas, du coup, te donner d'exemples, enfin, de chiffres concrets entre, turnover Paris versus, les autres. Ok, Par d'accord. contre, ça m'intéresse de creuser ce point-là, tiens. Ok. Alors, est-ce que j'ai le temps Et pour une dernière question ou c'est... ouais, allez, vas-y Excusez-moi. rapidement. Il y en a qui attendent pour poser leur question, Oui, mais pas de souci, mais vas-y, c'est désolé. rapide. Très rapide, non, juste pour savoir un petit peu, vu que bah, Vodou, c'est une licorne très grande échelle qui fait beaucoup de recrutement. Est-ce que vous faites appel à des centres de services nearshore, par exemple, je vois dans les pays du Maghreb ou dans l'Europe de l'Est? Est-ce que vous avez un système de référencement ou est-ce que voilà, comment vous fonctionnez à ce niveau-là? Est-ce que tout est géré par les talent acquisition ou est-ce que vous avez une autre structure qui référence des sociétés, que ce soit centre de services en nearshore ou en France? Alors, on fait pas appel à des centres de services, nearshore ou offshore pour le coup, parce que comme je disais, en fait, on cherche vraiment des compétences bien particulières qui Oui, vont. d'accord, ok. Puis il y a un point de vue budget aussi. Nous, côté TIE, on peut gérer certains aspects, mais ces aspects-là sont souvent gérés par les studio directeurs directement, qui peuvent des fois avoir besoin de faire appel à un peu de prestat sur des QS, ce genre de choses. Mais c'est extrêmement sporadique. Ok, merci beaucoup. Super. Et je crois qu'il y a des gamers vraiment dans l'audience. Antoine, on va te donner le micro. Il y a des questions sur la passion jeux vidéo, mais aussi sur la partie business. À toi de jouer, Antoine, si tu arrives à prendre le micro. Eh ben, je vais le prendre avec grand plaisir. Désolé de pas être fan de F1 autant que toi, Romain, je l'avoue là-dessus. Moi, ma question, elle est plus côté gaming. Ça fait un petit moment maintenant que tu travailles chez Voodoo. Est-ce que tu peux dire un peu si tu as chanté un changement vis-à-vis de entre le moment où tu as commencé tu sais, à faire pas mal de sourcing, pas mal de contacts, et finalement maintenant vis-à-vis des attentes des candidats, et puis bah, au niveau du contexte du marché du jeu vidéo qui est un peu, enfin qui a toujours été tendu, mais particulièrement dernièrement, si jamais tu peux partager des insights ou autres. Alors c'est une bonne question. Honnêtement, j'ai pas vu un changement, drastique, si ce n'est qu'on a eu la chance d'avoir beaucoup de concurrents qui ont fait des gros layoffs, donc ça nous a donné accès à beaucoup plus de profils et d'autant plus qu'en fait, on a entre le moment où je suis arrivé et aujourd'hui, on a encore transitionné en termes de strates. C'est-à-dire qu'à l'époque, on allait chercher des bons profils qui venaient de plein de boîtes de gaming différentes, mais en tout cas qui avaient déjà des track records intéressants. Aujourd'hui, on se focus vraiment sur 13 boîtes, très spécifiques. Ce qui fait qu'on est en train de découvrir l'approche, on est en train de découvrir comment ça fonctionne auprès des candidats et ça n'a rien à voir. Voilà. Souvent, ces candidats qui viennent des top boîtes, c'est des personnes qui sont, très exigeantes, qui savent qu'elles sont demandées, et donc on est plus sur un fonctionnement un peu plus VIP, si j'ai envie de dire, que des personnes qui viennent d'autres entreprises. Il n'y a pas eu de manière générale, il n'y a pas eu de gros changements, si ce n'est que comme il y a eu beaucoup de layoffs, comme je le disais, dans les autres boîtes de gaming, ça nous donne un petit peu plus de latitude aussi, nous, dans le choix des candidats. Voilà. Est-ce que ça répond à ta question, Antoine? Ah, clairement. Voilà. Super. Et bah, on s'approche un peu de la fin, mais il y a quand même une petite question d'Arthur qui peut pas prendre le micro, mais qui voulait connaître un peu ta stack au global, ou en tout cas les grands outils de ta stack. Et plus précisément, il avait une question sur l'ATS, parce que tu parlais pas mal de spreadsheets. Ouais. Euh, Est-ce que tu as réussi à remplacer certaines spreadsheets avec des features de ton ATS, ou comment est-ce que tu t'agences un peu ta stack? Sur ma stack en tant que recruteur directement, LinkedIn recruteur classique. L'ATS, on est sur Lever. On n'a pas. Alors, on fait des extracts spreadsheet en fait via Lever. On utilise aussi Visual Insight
où honnêtement, si quelqu'un veut me former un peu sur Visual Insight, je suis extrêmement preneur parce que j'ai beaucoup de mal. Mais en fait, on fait beaucoup d'extracts de lever et après on fait dans des spreadsheets pour l'analyser et surtout, ça nous permet aussi de l'envoyer directement aux stakeholders, comme je disais, les spreadsheets dynamiques. Et après, Slack, on a quoi d'autre? Du coup, pour les visions, on utilise Zoom. J'utilise de plus en plus ChatGPT, la version 4, pour le coup, qui est très utile, honnêtement, pour Ouais, tu apprendre. l'utilises pourquoi? C'est quoi un peu ton killer usage sur ChatGPT que Eh que ben, tu kiffes là, bien? moi, j'ai un peu du mal justement sur la partie communication à transmettre de l'émotion en anglais. Alors, je parle très bien anglais, c'est pas le sujet, mais c'est toujours un petit peu difficile parce que c'est pas ma langue maternelle pour avoir les bonnes formulations, les bonnes expressions, Ouais, etc. Donc, pour faire les mails de reject, typiquement, je fais des prompts ChatGPT et maintenant, il a tellement l'habitude qu'il sait automatiquement comment me les faire. Et ce qui me permet en fait d'avoir des feedbacks négatifs qui soient bienveillants, tournés vers la personne et ça me permet d'éviter d'avoir des déboires du type ouais, vous êtes nul, quoi. Donc ça, c'est très cool. On l'utilise aussi pour des market benchmark. Donc typiquement, quand on a besoin de sortir un peu, je ne vais pas dire de la data, mais avoir des infos sur des jeux ou ce genre de choses, on va déjà avoir des premières listes qui vont un petit peu nous aider. On le fait un peu sur la partie employer branding. Voilà, on essaye d'étudier un petit peu tous les sujets et un petit peu aussi sur la partie sourcing pour avoir des opérateurs booléens sur LinkedIn pour voir un petit peu comment on peut faire nos recherches. c'est ça. J'utilise aussi, TextBlaze, ça Arthur, je crois que tu dois le savoir. Hem et puis après du Calendly, ce genre de choses, on a aussi quelques outils d'IA de temps en temps qu'on utilise pour avoir des comptes rendus de réunion. Donc voilà, on teste un peu plein de trucs, mais on a une stack qui est relativement simple. Super. Ouais. Efficacité, simplicité. Quand on sait bien utiliser les bons outils, c'est quand même pas besoin d'aller chercher une stack hyper complexe. Et je crois que Arthur est content de ta réponse, et surtout pour TextBlaze. Bah merci à tous, on va closer là-dessus. N'hésitez pas à mettre une petite note sur 5. Dites à Romain si voilà, vous avez appris des choses sur la dimension full remote, si vous avez récupéré des insights intéressants, avec voilà, un petit 1 sur 5 pour graduer un petit peu, 5 étant, bah, super, j'ai appris des trucs et je repars. Je repars instruit. Et puis, je vois déjà la suite de notre de potentiel live qu'on pourrait faire ensemble sur la partie business, parce que c'est vrai que c'est un enjeu que tu as beaucoup poussé. Euh, et je pense que ce serait intéressant, effectivement. Il y a beaucoup de TIA qui ont cet enjeu-là, et qui sont incentivés là-dessus. Donc, ouais, clairement, un des gros enjeux 2024, peut-être se rapprocher du business et créer des ponts avec des bonnes routines et aussi cette sensibilité business qui est un truc qui est de plus en plus demandé dans ce métier. Tout à fait et puis, bah, pour ceux qui veulent approfondir la discussion, mon LinkedIn est ouvert donc qu'ils hésitent pas. Merci beaucoup Mathias et Gabriel pour l'invitation, c'était très cool et puis, bah, à la prochaine. Yes, avec grand plaisir. Bon appétit à tous. Ciao, ciao. Merci.